Le monde moderne semble numérique, financier et abstrait. Mais sous les écrans, les marchés, la dette, les flux commerciaux et les promesses d'une commodité infinie se cache quelque chose de brutalement physique. Le pétrole, non seulement en tant que carburant, non seulement comme l'essence à la pompe, mais comme matière première, matériaux, lubrifiants, composants d'engrais, piliers des transports et fondations chimiques. Nous aimons imaginer la prospérité moderne comme le triomphe de l'intelligence sur les limites, comme si l'innovation seule avait bâti le monde dans lequel nous vivons. Mais une grande partie de ce que nous appelons la vie normale a été rendue possible par un pacte caché. L'énergie est restée suffisamment bon marché pour permettre à tout le reste de se développer. Les villes se sont étendues. Les chaînes d'approvisionnement se sont étirées à travers les océans. L'alimentation est devenue industrielle. Les plastiques sont devenus jetables. La dette est devenue plus facile à soutenir. Le confort s'est multiplié. Et parce que ce pacte a tenu assez longtemps, la plupart des gens ont complètement cessé de le voir. C'est là que réside le danger. Le système fonctionne avec une telle fluidité en période de stabilité énergétique qu'il commence à paraître autonome. Il ne l'est pas. Il est alimenté. Bienvenue chez l'historien financier, là où l'argent, le pouvoir et l'histoire s'entrechoquent. Et rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Si vous voulez comprendre comment fonctionne réellement l'économie mondiale, commencez par cette vérité dérangeante. L'abondance moderne ne s'est pas construite uniquement sur la finance, la technologie ou le commerce. Elle s'est construite sur une énergie concentrée, suffisamment abordable et fiable pour que la complexité nous semble normale. C'est cela le pacte caché. Et une fois que vous en prenez réellement conscience, des pans entiers de la vie moderne commencent à vous paraître différents. Le supermarché n'est pas seulement un exploit de la grande distribution, c'est de la logistique frigorifique, du transport au diesel, des emballages pétrochimiques, une agriculture intensive en engrais et une distribution mondiale, le tout condensé en une seule course agréable. La mode éphémère ne se résume pas à un marketing habile et à de faibles coûts de main-d'œuvre. Ce sont des fibres synthétiques, du carburant maritime, des teintures industrielles, des plastiques, des traitements chimiques et une chaîne d'approvisionnement suffisamment longue pour traverser les continents sans s'effondrer. La banlieue n'est pas seulement un choix culturel, c'est un choix énergétique. Des routes en asphalte, du ciment, des voitures, des trajets quotidiens, des plastiques, de l'isolation, de la climatisation et un mouvement perpétuel rendu abordable par un monde où l'on s'attendait à ce que le carburant reste disponible et raisonnablement bon marché. Même les choses que les gens associent rarement au pétrole y sont souvent liées. Les textiles, les détergents, les solvants, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les peintures, le caoutchouc synthétique, les lubrifiants industriels, les pesticides et les produits pétrochimiques qui se cachent discrètement dans la fabrication moderne. Le pétrole ne se contente pas d'alimenter le système. Il contribue à le fabriquer, c'est pourquoi cette histoire a de l'importance. Car les sociétés deviennent extrêmement fragiles face aux dépendances qu'elles cessent de remarquer. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les contraintes énergétiques étaient évidentes. Le travail humain était limité. La force animale était limitée. Le bois avait ses limites. Le vent et l'eau étaient géographiquement irréguliers. La distance coûtait cher, les transports étaient lents, et chaque système économique vivait plus près des limites de la réalité physique. Avant les énergies fossiles, la croissance était tenue en laisse. Une ville pouvait s'étendre, mais seulement jusqu'à un certain point, avant que la nourriture, le carburant, les transports et les déchets ne commencent à poser problème. La production pouvait augmenter, mais pas à l'infini. Le commerce existait, parfois à une échelle étonnante, mais le déplacement de marchandises en vrac restait physiquement coûteux et lent. L'économie était toujours en train de négocier avec la force musculaire, la météo et la géographie. Puis le charbon a commencé à briser ce vieux plafond de verre en Grande-Bretagne, puis dans l'ensemble du monde industriel. Le charbon a alimenté les machines à vapeur, les chemins de fer, les usines et les hauts fourneaux. Il a transformé l'industrie manufacturière et les déplacements. Il a permis aux sociétés d'accomplir davantage de travail avec moins de contraintes traditionnelles. Mais le charbon avait aussi ses limites. Il était puissant mais sale, encombrant et moins flexible pour les formes de mobilité qu'allaient définir le XXe siècle. C'est là que le pétrole a changé la donne. Le pétrole était dense en énergie, transportable et adaptable.
Il convenait aux moteurs, aux navires, aux camions, aux avions, à l'agriculture mécanisée et à la logistique militaire. On pouvait se déplacer avec le système plutôt que de l'ancrer à un seul endroit. Cela importait plus que presque n'importe quel discours politique ou innovation financière du siècle dernier. Dès le début du XXe siècle, le pétrole n'était plus simplement une ressource parmi d'autres. Il devenait le système sanguin de la mobilité industrielle. Le moteur à combustion interne lui a donné de la portée, l'automobile lui a donné de l'ampleur, la guerre lui a conféré une importance stratégique. La Première Guerre mondiale a clairement montré que les armées et les flottes mécanisées dépendaient du carburant. La Seconde Guerre mondiale a levé toute ambiguïté restante. Le pétrole n'était pas un intrant de luxe. Il était désormais une condition absolue de la puissance militaire, du mouvement industriel et de la survie nationale. Et lorsque la guerre s'est terminée en 1945, les vainqueurs n'ont pas construit le monde de l'après-guerre sur l'épargne ou l'autosuffisance locale. Ils l'ont construit autour de l'expansion. C'est ici que le pacte caché devient véritablement mondial. Le boom de l'après-guerre aux États-Unis et dans une grande partie du monde occidental ne fut pas seulement un triomphe du capitalisme démocratique ou d'une bonne conception des politiques publiques. Bien que ce soit généralement les histoires racontées dans les manuels scolaires, ce fut aussi le triomphe du carburant bon marché. Les autoroutes se sont étendues, les voitures sont devenues la norme, les banlieues se sont multipliées, les voyages en avion se sont développés, les biens de consommation ont proliféré, le transport par conteneur a par la suite rendu le commerce sur de longues distances considérablement moins cher. L'agriculture est devenue plus industrielle, plus mécanisée, plus dépendante des engrais et plus productive. La pétrochimie s'est étendue au plastique, aux emballages, aux matériaux synthétiques et industriels. L'énergie bon marché a transformé la distance en une simple erreur d'arrondi. Une fois cela accompli, l'économie a pu s'étendre de manière tentaculaire. Et une fois que l'économie s'est étendue, le système financier a appris à l'adorer. C'est l'aspect qui échappe souvent aux gens. L'énergie bon marché n'a pas simplement aidé les ménages et les usines, elle a fait paraître l'ensemble de l'architecture de la finance moderne plus intelligente qu'elle ne l'était en réalité. Lorsque les transports sont peu coûteux, les entreprises peuvent étirer leur chaîne d'approvisionnement à travers les océans tout en protégeant leurs marges. Lorsque l'énergie est stable, les prix à la consommation restent plus faciles à gérer. Lorsque la production et la distribution sont efficaces, les banques centrales peuvent sembler plus compétentes, les entreprises peuvent s'endetter plus confortablement. Les gouvernements peuvent promettre une croissance régulière et les marchés d'actifs peuvent évaluer l'avenir comme si les frictions elles-mêmes avaient été abolies. L'énergie bon marché est l'une des plus grandes subventions cachées de l'histoire financière. Elle a rendu la mondialisation moins coûteuse, la dette plus sûre et les erreurs politiques plus faciles à surmonter. Une grande partie de ce qui ressemblait à une conception économique brillante était en partie un cadeau de l'abondance énergétique. Elle a également créé une illusion dangereuse, l'illusion de l'efficacité. On nous a dit que l'économie mondiale moderne était devenue plus agile, plus intelligente, plus optimisée, les stocks pouvaient être minimisés, la production pouvait être délocalisée, les biens pouvaient être fabriqués là où la main-d'œuvre était la moins chère, les composants approvisionnés là où la spécialisation était la plus forte, et tout pouvait arriver presque exactement au moment voulu. Le flux tendu et la logistique sont devenus le symbole du raffinement managérial. Mais les systèmes qui semblent efficaces dans des conditions stables se révèlent souvent fragiles sous pression. Si un produit dépend de navires traversant des points d'étranglement, de camions fonctionnant au diesel, d'intrants pétrochimiques arrivant à temps et de prix de l'énergie restant suffisamment modérés pour que chaque étape de production ait un sens, alors ce qui semble efficace n'est peut être en réalité qu'une dépendance dotée d'une bonne image de marque. C'est cela l'architecture réelle du monde moderne. Elle n'a pas éliminé les limites physiques, elle les a déguisées. Elle les a sous-traitées au carburant, à la logistique longue distance, aux voies maritimes stratégiques et à la supposition selon laquelle rien d'essentiel ne se briserait. Tant que le pétrole était bon marché et stable, le modèle paraissait élégant. Une fois ce pacte fragilisé, l'élégance s'est mise à ressembler curieusement à du déni. L'histoire nous a donné plusieurs avertissements. Le plus célèbre est survenu en 1973. L'embargo pétrolier arabe n'a pas seulement fait grimper les prix. Il a exposé à quel point les riches économies industrielles
avait réorganisé la vie quotidienne autour d'un pétrole abordable. Des pénuries de carburant, de longues files d'attente, de l'inflation, un ralentissement de la croissance, une panique politique, ce n'étaient pas les effets d'une simple fluctuation des matières premières, c'étaient les effets de l'instabilité d'une ressource fondamentale au sein d'un système construit sur le postulat inverse. Puis, l'année 1979 nous a de nouveau donné cette leçon avec la révolution iranienne. Un déclencheur différent, la même règle. Lorsque l'énergie se raréfie ou même qu'elle est sérieusement menacée, les coûts du mouvement, de la production et de la survie commencent à augmenter simultanément. Le problème n'est jamais seulement le baril. Le problème, c'est la dépendance. Le baril révèle que ce schéma n'a jamais vraiment disparu. Il a refait surface sous différentes formes. La crise du Golfe en 1990, la flambée des matières premières avant 2008, le choc énergétique après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la crainte récurrente autour des points d'étranglement stratégiques face à l'instabilité actuelle au Moyen-Orient. À chaque fois, la même vérité fondamentale émerge. L'économie mondiale réagit toujours violemment car l'économie mondiale est toujours profondément physique. Nous parlons comme si nous vivions à l'ère du numérique, mais l'économie physique continue de nous envoyer la facture. Et il ne s'agit pas seulement de carburant. C'est ici que la dépendance devient encore plus profonde que ce à quoi s'attendent la plupart des spectateurs. Le pétrole et le gaz ne se trouvent pas uniquement dans les réservoirs de transport et les systèmes de chauffage. Ils se trouvent dans les engrais qui aident à soutenir l'agriculture industrielle. Ils se trouvent dans les chaînes pétrochimiques qui créent les plastiques, les emballages et les matériaux synthétiques. Ils se trouvent dans les fibres des vêtements en polyester, les composés et les détergents, les matières premières d'innombrables produits chimiques, les mastiques, les revêtements, les solvants et les matériaux industriels intégrés dans la construction et l'industrie manufacturière, les routes asphaltées, la tuyauterie en plastique, l'isolation synthétique, l'équipement médical, les lubrifiants industriels et de vastes pans de la culture matérielle moderne reposent tous sur les hydrocarbures quelque part dans la chaîne. Une fois que vous voyez cela, l'expression de transition énergétique commence à moins ressembler à un simple interrupteur qu'on actionne et davantage à une rénovation civilisationnelle. Cela ne signifie pas que la transition est impossible. Cela signifie que l'ancien système est plus profondément ancré dans la vie quotidienne que beaucoup ne veulent l'admettre. Une société peut électrifier certaines parties des transports, développer les énergies renouvelables, améliorer l'efficacité et diversifier son mix énergétique. Ces choses-là comptent, mais l'ancien pacte compte encore lui aussi. Car l'ordre mondial actuel reste fortement dépendant de flux énergétiques bon marché et stables. L'aviation a toujours besoin de carburant. Le transport maritime fonctionne toujours au carburant, la pétrochimie a toujours de l'importance, l'agriculture industrielle s'appuie toujours sur des intrants gourmands en énergie, la géopolitique tourne toujours autour du contrôle des ressources, des points d'étranglement, des gazoducs, des voies maritimes et des ruptures d'approvisionnement. Le vocabulaire peut être plus écologique aujourd'hui. La structure demeure obstinément physique et cela nous amène au présent. L'une des réalités géopolitiques les plus importantes de notre époque est que la sécurité énergétique est revenue au centre de la stratégie. Que les politiciens le disent clairement ou non, les nations parlent désormais plus ouvertement de résilience, de chaînes d'approvisionnement critiques, de capacité nationale, de politique industrielle et de la vulnérabilité liée à la dépendance envers des systèmes instables ou contrôlés par des rivaux. Elles le font parce que l'histoire est de retour. Lorsque les flux énergétiques sont menacés, l'inflation augmente, les gouvernements paniquent et la confortable supposition selon laquelle les marchés peuvent tout aplanir commence à s'effondrer. Les banques centrales peuvent augmenter les taux d'intérêt, mais elles ne peuvent pas forer du pétrole. Les ministères des Finances peuvent subventionner les ménages, mais ils ne peuvent pas abolir la rareté physique. Un tableau Excel peut chiffrer une pénurie, il ne peut pas la résoudre. C'est pourquoi l'énergie bon marché a façonné bien plus que l'économie. Elle a façonné les attentes. Elle a habitué les populations à s'attendre à la mobilité, au confort, à des biens à bas prix, à des foyers chauffés, à des rayons bien garnis et à des systèmes alimentaires si efficaces qu'elles avaient à peine besoin de penser à la provenance des choses. Elle a habitué les dirigeants politiques à faire des promesses fondées sur une abondance continue. Elle a habitué les entreprises à concevoir des modèles économiques basés sur la distance, l'effet de levier et la vitesse. Elle a habitué les marchés
à considérer une logistique fluide et une inflation gérable comme des états normaux. Et lorsque ce pacte énergétique s'affaiblit, tout ce qui se trouve en aval commence à renégocier le coût réel de la normalité. C'est là la leçon la plus profonde. La chose la plus dangereuse à propos de l'énergie bon marché n'est pas qu'elle s'épuise demain, c'est qu'elle apprend aux sociétés à confondre une abondance temporaire avec une réalité permanente. Lorsqu'une ressource fondamentale reste abordable assez longtemps, les gens cessent de la considérer comme stratégique. Ils cessent de remarquer le pacte. La complexité s'accroît, la dépendance s'aggrave, les promesses deviennent plus importantes, puis une perturbation survient, une guerre, un embargo, une frayeur liée à un point d'étranglement, un pic de prix, et l'illusion disparaît d'un seul coup. Soudainement, le système n'est pas seulement coûteux, il est exposé. Ainsi, lorsque les gens parlent de l'économie moderne comme si elle était principalement alimentée par la finance, les logiciels ou la complexité des politiques, souvenez-vous de ce qui se cache en dessous. Souvenez-vous des routes, des camions, des voies maritimes, des raffineries, des engrais, des plastiques, des matières premières, des machines, des vols aériens, des chaînes d'approvisionnement, des matériaux synthétiques et du mouvement physique derrière presque chaque abstraction confortable de la vie moderne. Le système mondial bâti sur l'énergie bon marché n'a pas seulement créé de la richesse. Il a créé toute une civilisation d'attente, de vitesse, d'échelle, de commodité, d'abondance et de croissance. Le tout reposant sur une fondation si puissante qu'elle en est devenue invisible, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Et lorsque ce pacte caché commence à se fissurer, le monde ne devient pas simplement plus cher, il devient plus honnête. Si cela vous a donné une nouvelle perspective, abonnez-vous, l'histoire détient les réponses. Je vous montrerai où chercher.